rajouter des commentaires. Moi, c'est une parole d'homme, donc ma relation à l'accouchement, elle est à travers ma femme. Donc forcément, je n'ai pas les mêmes lectures que vous. Euh, D'abord, je trouve ce documentaire remarquable parce que je retrouve de l'humanité, de la bienveillance, de l'écoute. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose aujourd'hui qui, dans ce monde, a tendance à disparaître. Alors, on fait une différence. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre le métier libéral et le métier dans des structures hospitalières. Cette bienveillance, je ne sais pas si on peut encore la retrouver dans le milieu hospitalier, parce que vous dites que l'argent est le nerf de la guerre, mais l'argent, quand on veut en trouver, on peut en trouver. Donc je pense que ça dépasse ce stade de c'est un problème d'argent, c'est un problème de volonté de savoir ce qu'on veut faire du monde hospitalier. Et quand on voit qu'on a tendance à fermer des maternités, on a tendance à fermer des petits hôpitaux, parce qu'à un moment donné, dans le film, Chantal le dit très bien, c'est un problème économique. C'est qu'aujourd'hui, un hôpital doit être rentable, que l'acte doit être rentable, et si c'est pas rentable, on passe à autre chose. Donc c'est vraiment un choix de société, c'est une vision de ce qu'on a envie de faire de l'humanité, du choix de la médecine qu'on veut apporter aux citoyens. Et je trouve que ce reportage est éclairant, parce que quand on veut, quand on peut, ça marche. Après, vous dites, vous avez le choix, mais si le choix, c'est de dire je prends du temps dans un hôpital, mais que l'hôpital vous dit tu n'as pas le temps, ben, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que le choix, c'est de quitter le système. Ah oui, Et le système, à ce moment-là, il devient quoi? Donc je trouve que c'est une problématique qui est gravissime, et ce documentaire est très éclairant. Alors, je vais me permettre de répondre parce que moi je suis cadre sage-femme et j'ai quitté une grosse structure sur le continent parce qu'on me demandait d'être maltraitante envers les sages-femmes de terrain. C'est-à-dire qu'on me demandait toujours de réduire les effectifs parce qu'il n'y avait plus d'argent pour les remplacements congés maternité, pour les vacances. Donc au lieu d'avoir 3 sages-femmes en salle de naissance, ben, il n'y en aurait plus que 2. Donc on a quelques quotas qui sont euh, réglés par la loi, mais très peu. Donc les établissements en profitent, par exemple en suite de couche, une fois qu'on a accouché, il faut qu'il y ait seulement une sage-femme. La loi a dit qu'il faut une sage-femme, qu'il y ait 10 lits, 20 lits, 30 lits, 40 lits. Et ça, c'est pas possible. On ne peut plus travailler comme ça. Donc, on a mis en place les sorties précoces. On fait sortir au plus vite les femmes de l'hôpital. Et les sages-femmes hospitalières deviennent maltraitantes. Et ça, ils l'ont bien dit dans le film. Cette sage-femme débluée qui se met à pleurer parce qu'elle ne travaille plus comme elle aurait aimé travailler avant. Et c'est là où on voit qu'on devient maltraitante. On est des sages-femmes, on doit accompagner les patientes. Et en fait, dans notre pratique, on se sent maltraitante. Et c'est aussi pour ça qu'actuellement, on est en grève. Oui, on revendique d'être mieux reconnu au niveau du salaire, mais c'est pas que ça. On demande à pouvoir faire une femme, une sage-femme. C'est-à-dire qu'on puisse accompagner, avoir le temps d'accompagner les patients et ne pas être maltraitant. Elles le disent aussi, on va manquer de temps pour accompagner une femme, donc on va un peu la pousser vers la péridurale parce que c'est plus simple d'avoir 3 patients sous péridurale que 3 patients qui n'en ont pas et qu'on va entendre crier parce qu'elles ont mal et qu'on ne peut pas accompagner. Donc c'est ça, c'est tout ce mouvement de société qui ne va plus aujourd'hui. Et l'État ne saisit pas ce problème parce que c'est pas assez important pour l'instant pour eux. Sauf que je pense que c'est vraiment un problème très grave dans notre société actuellement. Moi je pense qu'il le saisit le problème, il ne veut pas le traiter comme ça. C'est ça. Mais il a parfaitement compris le problème. Je sais pas, en ce moment je trouve qu'on met la poussière sous le tapis. Ça peut permettre de faire de la prévention. C'est ça, de l'argent derrière. Les suicides, la deuxième cause de mortalité, les suicides, on ne s'occupe pas de ce sujet qui est quand même un sujet de société dramatique et on ne le saisit pas. Pourquoi? Parce que la prévention ça coûte cher et il n'y a pas de retour sur l'investissement. Il y a un retour à terme, mais on n'arrive pas à le quantifier à court terme. C'est ça. Après, vous m'entendez là sans Oui. Après, la petite Hortense, elle a l'air d'avoir la niaque. Je pense qu'elle va bien se défendre dans sa vie. Et beaucoup d'entre vous aussi, j'ai l'impression, si vous dénoncez ce qui ne va pas, c'est que vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Donc, quelque part, il y a des façons de résister, il y a des façons de lutter, etc. Non, mais attendez, c'est juste pour dire la même chose, mais de l'autre côté, d'un côté positif. Il y a autre chose qui m'a beaucoup interpellé aussi dans ce témoignage. Vraiment, cette femme est admirable. Vraiment, elle m'a scotché. C'est qu'elle partage son expérience. En fait, c'est du vécu. Tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a vécu. Elle parle d'avortement, elle a elle-même vécu un avortement, etc. Elle l'a fait d'une façon, à une époque où c'était très compliqué. Et quand elle répond aux femmes, elle s'identifie, enfin, elle fait que partager son expérience. C'est magnifique, ça, je trouve que c'est très beau. C'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Des fois, on n'a pas toujours. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'elle
elle a vécu un moment où elle avait le temps. C'est vrai que quand on est à domicile, on a plus le temps quand on est dans une grosse structure, mais bon, il faut que chacun fasse ce qu'il faut pour améliorer le système autour de soi, et puis peut-être montrer l'exemple. Et puis ces films-là, ça va faire avancer les choses. Je sais pas. Est-ce que le travail est différent en Corse que sur le continent? Parce que là, on voit que la sage-femme, c'est plutôt en région parisienne qu'elle officie Oui. celle du film. Quoi. Est-ce qu'il y a... chaque région a ses difficultés. J'imagine que Chantal Birman, sa grosse difficulté, effectivement, ça va être la route, et non pas peut-être pas la longueur de la route, mais les bouchons. Peut-être que nos collègues sages-femmes libérales, j'ai jamais exercé en libéral ici en Corse, mais peut-être que c'est la longueur de la route pour le coup. Aller dans les montagnes, courir. Christine par le Bonifacio, les étages. Dans les rapports, je dirais, avec les patientes, il y a des choses qui... Je pense que les patientes restent les mêmes. Il y a tout niveau socio-économique dans toutes les villes de France et dans toutes les villes du monde. Et on croise tout niveau culturel, social, économique, et on s'adapte. Et on s'adapte parce qu'on est à l'écoute et dans la communication. C'est juste qu'effectivement, ce qui compte, c'est la capacité d'adaptation. Et parfois, savoir sortir des protocoles, savoir s'adapter justement aux patients, au couple qu'on peut avoir, à la personne elle-même, à son état, à elle, et non pas au nôtre. Donc en fait, il faut qu'on fasse abstraction de ce qu'on est nous, pour pouvoir entendre et écouter les patients. Et aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui ne nous donne pas ces moyens, nous donne plus ces moyens, parce que on commence dès étudiante sage-femme, avec beaucoup d'apprentissage d'informations, beaucoup de paperasse, de remplissage de dossiers, surtout maintenant informatisés, où, comme disait Hortense, on ne peut plus écrire ce qu'on a envie d'écrire. On coche des cases. Et donc aujourd'hui, on ne nous donne plus cette chance pour la prochaine génération de s'adapter, de prendre le temps d'écouter. Et ce qui fait finalement, ce qui est finalement le centre et le noyau de notre métier de sage-femme. Parce que sans ça, on ne peut pas exercer notre métier de sage-femme. On n'est pas une machine. Il n'y a pas des machines. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour. Moi je suis étudiante en sage-femme, donc c'était très intéressant ce film. Et je voulais savoir, est-ce que dans le métier libéral, dans la sage-femme libérale, est-ce qu'on prend plus de temps pour écouter la femme, ou alors qu'en hôpital on est tous informatisés, donc on a moins le temps d'être à l'écoute de cette personne? Moi je vais te dire, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix de faire tes propres choix. Moi j'ai essayé d'exercer dans des grosses structures par exemple, et j'arrivais pas à prendre le temps. Ça m'a pas convenu, je suis partie. Voilà. Et à partir du moment où une activité te plaira et que tu l'exerceras comme tu le souhaites, voilà, tu auras fait ton choix. Je sais pas s'il y a une sage-femme libérale qui veut... Christine, c'est les émotions. Et on pleure beaucoup dans ce film. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne pleure plus, on n'exprime plus nos émotions. Et c'est un tort, puisque si elles sont là, c'est qu'elles sont bénéfiques pour nous et pour la société. Donc ça fait du bien de voir des films dans la réalité du terrain et dans du brut, dans du vrai. Et aussi, on voit cette sage-femme, en fait, elle se promène, enfin, elle se promène pas, elle travaille, elle est sur le terrain. Est-ce que les sages-femmes qui travaillent en clinique, j'imagine que c'est quand même assez différent au niveau du quotidien? Alors là, je pense qu'on a bien compris dans le film qu'une sage-femme libérale fait beaucoup de voitures. Je pense que vraiment ce qui regroupe toutes les sages-femmes autour de ce film, c'est que à chaque moment de la femme, en tant que sage-femme, on a un vrai rôle d'accompagnement. On a un vrai rôle de soutien
psychologique et on est souvent un bras sur lequel on se pose pour justement que la femme puisse pleurer, puisse sortir ce qu'elle a en elle, qui peut-être elle ne le ferait pas dans son entourage, et qu'on soit en salle d'accouchement, en libéral, on retrouve toujours cet accompagnement-là. Et je pense que c'est dans ça que toutes les sages-femmes se retrouvent dans ce documentaire, c'est clair. En parlant d'accompagnement, justement, est-ce que ça se passait comme ça aussi il y a 40 ans ou 50 ans? Est-ce que ça a évolué, le rapport Les cheveux blancs vont parler. Bon, moi, ça fait pas 40 ans, mais presque. On avait beaucoup plus le temps. On est passé, elle vous le dit, on a des ordinateurs, c'est minuté, il faut remplir les dossiers en temps et en heure. Avant, on était beaucoup plus dans l'accompagnement et on avait moins de femmes en salle d'accouchement. Il y avait des petites unités avec un nombre raisonnable de femmes en salle pour une sage-femme. Maintenant, ce sont des grosses unités. Et les sages-femmes, elles font de la technicité, elles ne font pas de l'accompagnement, elles ne sont pas dans le savoir-être. Elles sont dans on leur demande de faire du chiffre comme dans toutes les... Ça a évolué, donc ça a changé le métier. Oui, mais parce qu'elle vous le dit, il y a de moins en moins d'argent à la sécurité sociale, il y a de moins en moins d'unités, il y a de moins en moins de lits. Les dames, on ne les hospitalise pas, on les retourne à domicile au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, elles sont livrées à elles, et il y a de moins en moins de familles accompagnantes. Les grand-mères travaillent de nos jours. Les grand-mères ne sont plus là pour accompagner les jeunes parturiantes. Donc le soutien familial, le déracinement, l'isolement, tout ça c'est très difficile. En plus, on est dans une société où il faut être performante partout. Vous avez accouché, on vous demande quand est-ce que vous avez récupéré votre taille de guêpe, quand est-ce que vous avez récupéré votre bonhomme, et que vous êtes retourné travailler avec un enfant à la crèche. Ça va très très vite et la pression sociale est très, très importante, alors qu'il y a 30 ans, on était un petit peu moins dans ça, je trouve. En plus, en tant que sage-femme, on avait le temps de travailler. Voilà. C'est quelque chose à souligner dans le film, cet aspect politique et financier quand même qui nous draine, qui nous lie un peu les mains. Parce que quand on voit que le suicide, c'est la 2e cause de mortalité dans la première année après une naissance, on n'en parle pas. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il faudrait faire de la prévention. Ça coûte cher de faire de la prévention, c'est-à-dire mobiliser des personnes, des femmes, des sages-femmes, des médecins, des infirmiers, prendre du temps. Et le temps, c'est l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important c'est bien qu'il le souligne dans ce film-là. Je ne sais pas si chacun l'a perçu, mais sans... Je ne sais pas si quelqu'un veut poursuivre, mais voilà, oui. Oui, J'avais une question. À un moment donné, elle demande c'est Chantal, son nom, ça. Elle demande à la personne de signer comme quoi elle n'a pas pris d'argent. Donc, est-ce que j'ai pas bien compris si elle faisait partie d'une association qui est financée autrement et qu'elle fait tout ça bénévolement, ou est-ce que c'est que des bénévoles? Ça, c'est la première question. Et après, pour ne pas reprendre le micro 2 fois, je voulais juste faire une remarque sur sa façon de travailler que j'ai trouvé admirable. Déjà, bon, c'est une militante, c'est quelqu'un qui est dans les mouvements féministes depuis longtemps, qui milite pour l'avortement, etc., d'une façon vraiment magnifique. Enfin, c'était beau. C'est presque la logique de l'agresseur-agressé, c'est-à-dire qu'elles en ont bavé elles aussi, elles ont survécu, mais quelque part, il faut que leur fille, leur petite fille, se mange la douleur pareille, finalement. Alors qu'au final, non, on peut tout à fait vivre une maternité, une période périnatale un peu plus serein, si on déculpabilise les femmes. Et puis il y a aussi cet aspect de... on est censé savoir. Ouais, bah alors que non, pas du tout. On est censé savoir en tant que femme, alors qu'en fait, pas du tout. Comme on est censé savoir comment se fait une grossesse à l'âge de l'adolescence. Comme on est censé savoir comment gérer ses premières règles. En fait, pas du tout. Tout là est l'art du tabou et à contrario de la communication au sein des familles, au sein
la construction de chaque jeune fille, jeune femme. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent le relais. Par contre, moi je trouve que les réseaux sociaux ont quand même un aspect néfaste, beaucoup. Et ça, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. On le voit beaucoup plus dans notre vie professionnelle. La pression sociale. Oui, ça, on voit ça. La pression sociale par les réseaux sociaux, c'est quasi systématique. Il faut qu'on paraisse bien, étant donné que les femmes sur les réseaux sociaux... Alors, il y a les deux styles de compte sur Instagram, je suis d'accord. Il y a les styles de compte où on se présente très bien, Kardashian et tout ça, en talons aiguilles, 48 heures après, sortant de la maternité. D'accord. Il y a aussi l'autre versant des comptes des réseaux sociaux où on voit la réalité, les pleurs, les corps déformés, les vergetures, la fatigue, etc. Mais il y a quand même cette pression sociale et du coup familiale aussi, qui est presque parfois encore plus forte que la pression sociale, qui s'installe via les réseaux sociaux. Et ça, c'est très, très dangereux. Et ça meurtrit les femmes plus que parfois l'accouchement en lui-même. Oui, par le manque de connaissances. Est-ce que les visites à domicile sont systématiques après l'accouchement? Parce que là, j'ai l'impression que c'était à chaque fois le lendemain de l'arrivée de la maman à son domicile. Moi, à l'époque, ça ne se faisait pas. Enfin, je me souviens pas de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est systématique? Alors, dans la ville où ça a été tourné, c'est probablement des retours à domicile précoces. D'ailleurs, on voit très bien que Chantal Birman, elle ne connaît pratiquement pas les dossiers des dames, elle leur pose les questions, elle découvre parfois avec surprise certains éléments du dossier médical. Oui, c'est proposé systématiquement, chaque femme a le droit pendant 12 jours, hein, c'est toujours ça, pendant 12 jours à des visites à domicile, prises en charge par la sécurité sociale dans le 100% maternité. Oui. C'est proposé à toutes les femmes. Ça a un peu évolué parce qu'il y a 20 ans, je ne me souviens pas que ça existait, ça. Et je précise ce que me disait Christine, en PMI, beaucoup plus longtemps que les 12 jours après la naissance. Vous disiez, pardon? J'ai trouvé aussi, ce qui était beau chez elle, la façon de travailler, c'est qu'elle improvise. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle n'a pas un schéma tout prêt, avec un programme, vous faites ci, ça. Non, elle s'adapte à chaque fois à la personne qu'elle a en face d'elle, et puis on voit qu'elle réfléchit rapidement, elle lui donne le bon conseil, et en même temps elle lui fait confiance. Elle dit c'est vous qui savez mieux. Enfin, j'ai trouvé cet échange tout le long, enfin vraiment c'est une femme admirable. Donc je répète ma question, est-ce qu'elle est payée, est-ce qu'elle est totalement bénévole, est-ce qu'il y a des structures bénévoles qui existent comme ça? Voilà. Moi, je vais vous répondre, elle était avec une dame qui était sans papier, donc elle n'a pas de sécurité sociale, elle a fait un acte gratuit. Dans ce cas-là. Voilà. Et il faut savoir que sur Porto Vecchio, dans le sud de la Corse, on a des sans-papiers et on a des gens qui n'ont pas de couverture sociale. On est sur une terre de migration, on est sur des flux saisonniers. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique ou d'autres pays, qui restent et qui se retrouvent en situation illégale, parfois pendant 15 ans, avec des familles entières. Donc on fait des actes gratuits dans ces cas-là. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, vous parliez du coup de tous ces mots bienfaisants. Pour rebondir, vous parliez tout à l'heure de, j'ai oublié. Oui, improvisation. Oui. Et c'est là où je voulais rebondir, c'est que tout ça, c'est un travail d'écoute, et c'est là où est le rôle principal d'une sage-femme, c'est le rôle d'écoute. Et l'écoute amène à la communication. Et quand on communique, moi je voulais souligner quelque chose qu'on avait déjà parlé avec les collègues et la journaliste précédemment, mais les besoins de chacun, les besoins individuels, c'est assez subjectif dans le film, mais ça appelle et ça pose question sur nos besoins individuels. De quoi a-t-on besoin chacun pour vivre, pour réaliser ses souhaits, ses envies, pour se construire? Et je trouve qu'elle amène les patients à se questionner, à se poser ces questions-là, indirectement ou directement. Et notamment, ce qui est assez marquant dans cette discussion,
avec cette femme qui a eu des problèmes d'anorexie dans son enfance. J'ai trouvé la communication, la discussion très, très marquante, très vraie. Et voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre monde, on se questionne pas assez sur nos besoins et elle nous le rappelle. Voilà. Et justement, par rapport à cette discussion qu'elle a avec cette femme-là, bon, on sait qu'on est, alors on devine qu'on est même dans la psychologie ou même la psychanalyse, enfin, sans aller aussi loin. Est-ce qu'au niveau de votre formation, vous avez, est-ce que c'est un aspect important, justement, dans la formation des sages-femmes? Comme ça. Je vais reprendre ce que disait l'étudiante Hortense. Effectivement, moi je reste assez jeune diplômée, d'il y a 3-4 ans. La fin de notre formation, on nous apprend plus à gérer une pathologie, donc on devient presque des mini-gynécologues, et on sait peu ou très peu prendre en charge la physiologie, les choses, les événements normaux, les événements normaux, la physiologie, l'accouchement normal, la douleur, les besoins, les pleurs, les émotions, les disputes des couples parfois pendant les accouchements. On ne nous apprend pas à gérer tout ça. C'est sur le terrain et on nous l'apprend après. Et on l'apprend encore moins sur les grosses structures, ce qu'on appelle les établissements de niveau 2, niveau 3, type... Pas niveau, on ne dit plus niveau. De type 2 ou de type 3 qui sont des grosses structures parce que justement on a déjà pas le temps de prendre en charge affectivement avec le couple, donc par rapport à ce que disait Christine, qu'on est tous dans nos papiers, beaucoup de paperasse, et on n'a plus le temps de prendre ce temps avec les patients et les couples, surtout dans les grosses structures. Donc une jeune sage-femme, ça lui donne pas les moyens d'approfondir justement ses connaissances de la physiologie et les connaissances de gérer les émotions. Après, on a une chance quand même inouïe, je trouve. Moi, j'ai fait différents, à titre personnel, professionnel, du coup, différentes structures sur le continent et en Corse. Et je trouve qu'à la clinique de Porto Vecchio, on a quand même la chance d'avoir le temps de prendre ce temps avec les patients et les couples. Et c'est pas donné à tous les établissements. Donc, on est quand même un environnement privilégié. Globalement. Et donc, du coup, je suis contente d'avoir vu ce reportage parce que moi, je regarde Baby Boom à la télé et elles pleurent toutes quand elles accouchent, mais quand le bébé naît. Et moi, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que, du coup, j'ai eu de gros chocs quand elle est née. Quand je suis rentrée à la maison, moi j'ai eu 8 ans de PMA, et donc du coup quand ma fille est née, je croyais que ça allait être le feu d'artifice de tous les côtés, mais en fait c'est pas ce qui s'est passé. J'ai eu une césarienne, elle est en siège, j'ai été suivie pendant 8 ans par des médecins non-stop, et on m'avait pas expliqué que quand j'allais accoucher, il allait avoir tout ça après. Du coup, j'ai été suivie par Marie à Porto Vecchio et après j'ai accouché à Bastia. Et donc du coup de voir ces femmes qui pleurent après, mais pas le jour de l'accouchement, j'aurais préféré voir ça il y a 3 ans pour savoir ce qui allait m'arriver. Et parce que moi quand je suis rentrée à la maison, c'était comme la femme qui faisait que pleurer non-stop, qui dormait pas, qui avait peur que la petite soit plus là, voilà. Donc du coup c'est rassurant d'un côté parce que maintenant 3 ans après je me passe moins pour une folle, parce qu'au début on peut me voir à la maison, on se demandait ce qui se passait, parce qu'au contraire tout le monde s'était dit c'est bon, elle va être heureuse et tout, et en fait non, je me suis pris le coup de bâton. Donc je suis contente d'être venue ce soir. Rien à voir avec le reste. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites aussi, sur les représentations de la maternité, de tout ce qui est périnatal, et que non, c'est pas tout rose, etc. Et je voulais poser une question aux sages-femmes qui sont dans la salle, parce que moi j'ai une double casquette, je suis professionnelle de santé et je suis maman.
Et du coup, je farfouille vachement sur les podcasts, sur Instagram, sur tous ces nouveaux médias en fait autour de la périnatalité. Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui, bon, ça viendra sûrement pas justement des pouvoirs publics et du gouvernement, mais il y a quelque chose qui bouillonne quand même de votre côté, du côté de la périnatalité. On parle enfin de postpartum depuis quelques années, vraiment de manière, voilà, ça s'est un peu démocratisé d'en parler. On parle du fait qu'effectivement, on n'a peut-être pas le coup de foudre pour le bébé quand il naît, que ça se construit, que cette rencontre, elle se fait dans la continuité, dans les échanges après la naissance. On se rend compte effectivement que le corps est meurtri aussi après une naissance, que ça peut être très difficile, ça peut être un postpartum de rêve, comme ça peut être très très dur. Et enfin, j'ai l'impression voilà, que ça commence à sortir, que les femmes elles commencent à s'emparer de ça et à dire non, on n'a pas été correctement informés. Il aurait fallu qu'on nous dise. Il y a certaines femmes qui ne savent pas qu'elles vont saigner après la naissance de leur enfant. Il y a certaines femmes qui ne savent pas ce que c'est qu'une dépression postpartum, ce que c'est qu'un baby blues. Et j'ai là quand même l'impression que c'est en train de se démocratiser, de sortir. Alors je voulais savoir si vous, dans votre quotidien, vous avez l'impression que, ou c'est juste moi qui, parce que je suis la tête dedans dans un truc de niche, j'ai l'impression que on en parle plus, ou est-ce que ça se ressent dans votre travail au quotidien? Oui, ça se démocratise de plus en plus via les réseaux sociaux. Et moi, je me suis mis très récemment à Instagram, donc je vais regarder par curiosité, voir ce que les patients ont accès comme information. Et oui, ça se démocratise de plus en plus. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les dames, pourquoi les femmes n'ont pas eu ces informations-là avant? Parce qu'en fait, ça reste un sujet tabou. Les saignements, la douleur, les épisiotomies, les douleurs après, pendant les premiers rapports, les pleurs de bébé, gérer tout le quotidien à la maison, lessive, le ménage, tout ça. En fait, tout ça, c'est tabou parce qu'on n'en parle pas assez. Enfin, je généralise peut-être un petit peu trop, mais la plupart du temps, on n'en parle pas assez dans les familles. Les mères ne vont pas assez en parler à leurs enfants, même quand l'enfant il a 20-25 ans. Les grands-mères n'en parlaient pas non plus assez.